Donc, bienvenue à toutes, bienvenue sur l'atelier. Ce qu'on vous propose peut-être avant, on va se présenter rapidement et on vous présentera quelques thématiques auxquelles on a pensé avec Anthony. Et on va surtout essayer de faire interactif. C'est-à-dire qu'on va vous laisser un bon moment pour poser vos questions et répondre en toute transparence. Et on essaiera même, sur les trois thématiques qu'on vous a proposées, de vous faire interagir dans le chat. Donc, on va vous demander de réagir et d'être participative. Anthony, tu veux que je te laisse te présenter peut-être? Allez, je commence. Donc, vous voyez mon nom et ma fonction s'afficher à l'écran. Je suis responsable du développement des ressources humaines pour SPI, alors plus précisément pour une des entités de SPI qui s'appelle SPI Industrie et Tertiaire et dont la vocation est de travailler dans les corps techniques du bâtiment, donc le génie électrique et le génie climatique. Voilà, donc mon rôle est de coordonner les activités de recrutement, de formation et de gestion des carrières pour cette division. Et donc Vincent Mattei, donc moi je travaille chez Colas, une filiale du groupe Bouygues qui est spécialisée sur les infrastructures de mobilité du futur. Bon, comme vous le savez, hein, SPI et Colas recrutent, donc n'hésitez pas aussi, c'est aussi l'occasion pour nous d'aller regarder nos différentes opportunités. Vous avez peut-être déjà des rendez-vous aujourd'hui avec des collaborateurs et collaboratrices de nos deux groupes. Donc n'hésitez pas aussi à regarder nos belles opportunités. On a pas mal de choses à vous proposer, mais on va peut-être démarrer sur la thématique. On a, avec Anthony, préparé un ordre du jour. On va essayer de le développer, mais encore une fois, on va essayer d'être très, très interactif sur la thématique du jour. La première chose qu'on voulait voir avec vous, c'est toi, Anthony, je crois, Ouais, hein. je vais commencer par vous parler de ça, hein. On l'a intitulé Mesurer sa place sur son marché de l'emploi. Euh, alors, on part du principe que vous êtes concerné par des formations techniques, des formations qui sont ou des métiers qui sont plutôt dans des entreprises du type société anonyme, société action simplifiée, SAS, donc des sociétés marchandes. Donc, si on est dans un contexte de marché de l'emploi et dans un contexte où on est dans le contexte économique français que l'on a connu au cours des 30 ou 40 dernières années, où les masses salariales des entreprises, les augmentations de prix, l'inflation était plutôt stable dans ce type d'entreprise. Donc, la vocation d'une entreprise, je vais partir sur des principes un peu larges, mais c'est notamment de dégager du profit quand l'inflation est faible, quand les bénéfices sont constants, voire en augmentation. Ben, généralement, les masses salariales sont aussi maîtrisées et donc il y a un premier paramètre à connaître, c'est que les entreprises gèrent leur masse salariale et donc leurs augmentations de salaire de façon maîtrisée une fois que vous êtes dans l'entreprise. Donc, s'il y a bien un moment où il faut négocier son salaire, c'est au moment de l'embauche. Une fois que l'on est dans l'entreprise, le- la négociation est un peu différente. Donc, vous avez choisi le bon atelier. Voilà, tout ça pour vous dire ça. C'était une bonne idée de venir sur cet atelier qui parle de négociation salaire à l'embauche. Il y a un autre moyen de voir son salaire augmenter quand on est dans l'entreprise, c'est de prendre des responsabilités et de devenir, pour schématiser, le chef de ses collègues. Là, on peut connaître des franchissements de cap significatifs d'augmentation, mais quand on reste dans la même fonction, une fois que l'on est dans une entreprise, eh bien, on connaît des augmentations qui sont plus modérées, quoi. Donc, son marché de l'emploi, euh, ça veut dire que chaque personne est dans une situation un peu différente. Le, qu'on soit jeune diplômé, étudiant ou salarié expérimenté avec déjà un premier bagage, une première expérimentation, on n'est pas dans la même situation. Euh, donc, déjà, je voudrais commencer par m'adresser à celles d'entre vous qui sont étudiantes. Si vous êtes étudiante, ça veut dire que vous êtes encore en train d'acquérir des connaissances théoriques, des compétences techniques, des savoir-être aussi. Euh,
je pense que cet atelier est intéressant pour vous, mais pas forcément votre première priorité. Alors, soit vous êtes dans une très grande école et les entreprises viendront vous chercher et vous choisirez celle qui est entre guillemets, la plus offrante à tous les niveaux, y compris au niveau du salaire. Soit votre priorité, ça va être de choisir le secteur d'activité qui vous permettra d'acquérir une expérience qui vous intéresse, un champ d'activité qui vous intéresse, et puis un secteur d'activité dans lequel les métiers sont en tension. Alors, ça veut dire quoi les métiers en tension? Ça veut dire que ce sont des secteurs d'activité dans lesquels il y a moins de candidats que de postes à pourvoir. Donc, on est dans un marché d'emploi, donc c'est une question d'offre et de demande. Plus on a de candidats en tant que recruteur, plus on a le choix entre les candidats et plus la notion de prétention salariale a de l'importance. Quand on est recruteur avec des postes à pourvoir sans candidats en face, ben, quand on a quelques candidats, on est peut-être plus amené à faire des concessions sur le salaire. Donc, si le salaire compte fortement pour vous alors que vous êtes étudiante, choisissez des secteurs d'activité, essayez de vous renseigner sur les secteurs d'activité pour lesquels il y a, il y a beaucoup d'emplois à pourvoir et peu de candidats. Alors, en l'occurrence, on est tous les deux avec Vincent dans des secteurs d'activité sur lesquels il y a beaucoup de postes à pourvoir et pas forcément beaucoup de candidats et encore moins de candidates. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais je vais vous le dire, nous, on a vraiment pour objectif d'avoir une mixité importante dans nos entreprises. C'est vraiment des objectifs de direction. On considère que la mixité est nécessaire pour que nos entreprises fonctionnent bien. Et quand on cherche à rencontrer des candidates, malheureusement, on n'en trouve pas forcément parce que l'historique fait que les travaux publics, le bâtiment ont une image masculine qui était peut-être une vérité ou une nécessité il y a quelques années quand c'était des travaux de force. On en est loin aujourd'hui. On travaille sur des sujets de transition énergétique, sur des sujets qui ne nécessitent pas d'avoir des gros bras et qui sont tout à fait adaptés aux jeunes femmes ou aux femmes de façon générale, qu'elles soient jeunes ou pas. Donc, si je dois résumer ce que je veux dire pour vous, étudiantes, eh bien, choisissez une orientation. Si vous choisissez le salaire, une orientation qui vous permet d'être dans un marché en tension, ce sera un argument facilitant pour négocier votre salaire en embauche. Après, si une fois que vous sortez de vos études, que vous avez terminé votre formation et que vous avez fait vos premiers stages, puisque c'est ces compétences-là qui vont vous permettre de, de mieux vous vendre, entre guillemets, sur le marché de l'emploi, euh, eh bien, vous pouvez vous renseigner auprès des étudiants de la promotion précédente, auprès de vos professeurs, sur les sites aussi qui proposent des enquêtes de rémunération pour voir quel est le niveau de rémunération moyen issu de votre diplôme. Alors, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Vincent détaillera tout à l'heure le deuxième point, l'offre globale de l'entreprise. La rémunération, c'est une partie de ce que vous propose l'entreprise. Donc, un salaire de base, c'est une partie. Il y a tout l'à côté et les enquêtes de rémunération déjà donnent des fourchettes qui sont relativement larges et qui ne tiennent pas compte de la côté. Donc, ce que je pourrais dire pour cette partie-là de l'auditoire qui serait en fin d'études et en recherche d'une première expérience, à mon sens, ce qui va compter, ça va être avant de négocier un super salaire à l'embauche, c'est de trouver la bonne première entreprise qui va vous permettre d'acquérir l'expérience. L'expérience qui vous permettra ensuite, dans un deuxième temps, d'être particulièrement âpre sur la négociation sur le salaire. Euh, voilà. Et puis, une fois que vous êtes expérimenté et que vous êtes en poste, ben là, vous avez la possibilité de connaître, de discuter avec vos collègues, de discuter avec
des gens qui viennent peut-être d'autres entreprises du secteur, d'être un petit peu mieux installés dans votre marché de l'emploi et d'avoir une connaissance plus fine, savoir si vous êtes bien positionné, si vous êtes plutôt en bas de la fourchette, si vous êtes plutôt en haut. Et pour bien négocier son salaire à ce moment-là, bah, c'est important d'être indispensable. Alors, c'est une phrase classique, hein, personne n'est indispensable, mais en tout cas, de montrer la valeur ajoutée que l'on apporte à l'entreprise et donc potentiellement à son chef ou à son futur employeur si on décide de changer d'entreprise, en montrant toute la valeur ajoutée que l'on apporte. Et au final, quand on réalise un entretien d'embauche. euh, il est d'autant plus facile de négocier un salaire ou de voir ses prétentions de salaire retenues, que on coche toutes les cases de l'attendu du recruteur. Euh, donc, si je dois résumer de façon un peu globale ce premier point, euh, tendez l'oreille, écoutez, voyez quelles sont les pratiques de rémunération de la fonction que vous visez, dans le secteur d'activité que vous visez. Choisissez le bon secteur d'activité si ça peut être aidant. Et je pense que c'est l'essentiel que j'aimerais que vous reteniez, en tout cas si j'ai des conseils à vous donner sur ce premier aspect. Parfait. Avant de passer peut-être on va essayer de faire interactif, hein, c'est bien pour nous. Avant de passer peut-être à la deuxième thématique qu'on voulait aborder avec vous, est-ce qu'il y a des questions? Allez, c'est à vous de, Oui, de, de- il y de- a une question. Oui, Alors, je l'envoie. Et donc, c'est Marie-Laure Garwid-Oudeno qui vous demande, avec un apprentissage, pouvons-nous considérer que nous avons de l'expérience à faire valoir pour cette négociation? Oui. Alors, je me lance sur la réponse. vas-y. Un apprentissage, c'est une vraie expérience. Euh, c'est, c'est essentiel. Non, c'est essentiel. C'est un vrai atout. C'est un vrai atout parce que en ayant fait un apprentissage, vous connaissez les codes, vous connaissez l'organisation au moins d'une entreprise. Vous avez déjà eu des responsabilités, vous avez mis en œuvre des compétences et c'est un vrai atout pour vous intégrer dans une entreprise avec une fonction en CDI. Donc c'est un vrai atout, oui. En complément, et je partage profondément, hein, je pense que SPI et Colas valorisent fortement l'apprentissage. Euh, Néanmoins, malheureusement, pour être totalement honnête, hein, toutes les entreprises ne le valorisent pas. Donc, il faut le savoir. Peut-être que vous allez arriver dans une entreprise où vous allez mettre en avant cet apprentissage et ça ne sera pas forcément reconnu comme expérience, comme niveau salarial. Donc voilà, soyez pas surprise non plus. Mais très clairement, dans beaucoup d'entreprises, il peut y avoir sur l'aspect salarial une petite différence qui valorise ces 1 an, 2 ans, 3 ans d'apprentissage. Et ça, de plus en plus, c'est le cas dans la plupart des entreprises. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, mesdames qui faites de l'apprentissage, allez dans les entreprises qui valorisent l'apprentissage. Ça me paraît fondamental. Et l'autre question qu'on voit apparaître, hein, c'est comment valoriser son apprentissage. Je me lance, Anthony, je te laisse Vas-y, compléter. vas-y, ouais. Ouais. Valoriser Anthony a un peu répondu, hein, c'est 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est une vraie expérience professionnelle. Vous avez travaillé dans l'entreprise, vous connaissez ses codes, connaissez les personnes, les projets, les outils. Vous êtes un salarié, certes, en formation, puisque vous êtes en entreprise et à l'école. Donc, c'est évidemment à mettre en avant comme une expérience professionnelle à part entière, que ça soit dans l'entreprise qui vous prend en apprentissage pour y rester. Ça, c'est aussi important, hein. Beaucoup d'entreprises essaient de transformer un maximum d'alternants ou de stagiaires dans la continuité, mais vous pouvez le valoriser dans n'importe quelle entreprise où vous allez aller en entretien comme une vraie expérience professionnelle.
J'ai rien à ajouter, Une dernière c'était question. parfait, Vincent. Si ce n'est qu'il faut choisir votre apprentissage en fonction de l'entreprise qui vous permettra d'accroître vos compétences et de les mettre en œuvre. Mais maintenant, je pense que c'est plutôt assez bien intégré par les étudiants, mais le, c'est un vrai levier et c'est important que vous ayez des responsabilités quand vous êtes apprenti. Avez-vous des sources en particulier à conseiller pour cette recherche de notre valeur sur le marché du travail? Alors, bonne question. Il y a des enquêtes emploi. Alors, elles sont pas forcément. J'ai pas regardé si elles étaient en ligne, mais Expectra, par exemple, le groupe Randstad produit tous les ans une analyse. Je pense que l'APEC fait la même chose. Après, c'est votre réseau aussi, comme on en parlait tout à l'heure, d'anciens, pour ceux ou celles qui sont issus d'écoles d'ingénieurs ou de DUT ou BTS, qui pourront vous donner une idée, même si c'est pas forcément à prendre comme parole d'évangile, c'est déjà une première notion de fourchette de rémunération dans laquelle vous pouvez vous inscrire. Et puis c'est une fois que vous êtes dans l'entreprise et installé dans le monde du travail, que vous aurez une vision beaucoup plus fine de ce que vous pouvez valoir, entre guillemets, parce que vous valez tous toutes bien plus que ça, mais que le salaire auquel vous pouvez prétendre au regard des compétences et des responsabilités que vous avez déjà mises en œuvre, en fait. Là, en complément, hein, beaucoup d'entreprises de travail temporaire, type Expectra, Adecco ou autres, fournissent des enquêtes de salaire. Il peut y avoir des cabinets de recrutement qui le font aussi, vos écoles, comme l'a dit Anthony, ou d'autres structures. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on a accès à ces enquêtes qui sont parfois payantes et pas accessibles au grand public, mais en allant sur Internet, vous aurez assez facilement des éléments. Mais attention, comme l'a dit encore Anthony, à nuancer, hein. Ce sont des moyennes. Les enquêtes sont pas toujours faites sur des secteurs toujours en tension, donc il faut être un petit peu prudent. C'est un outil d'aide, entre guillemets, pour vous dans votre recherche. Est-ce qu'on a d'autres questions, Alexandra? Non, il n'y a plus de Non? questions pour le moment. Ok. La deuxième thématique, c'était mesurer l'offre globale de l'entreprise. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Tout à l'heure, Anthony parlait de l'offre la plus intéressante, la plus offrante. On voulait revenir, hein, c'était important avec Anthony, sur la composition d'une rémunération. Alors, je vais en profiter, moi j'aime bien l'interactivité. Je vais vous interroger, mesdames, selon vous, si on prend une rémunération, qu'est-ce qu'on trouve dans un système de rémunération dans une entreprise? Quelles sont les différentes composantes d'une rémunération dans une entreprise? On va voir un petit peu vos réponses pour compléter après ce que vous pouvez nous dire. N'hésitez pas, envoyez des messages. Donc, c'est quoi une rémunération? Quand vous êtes dans une entreprise, vous bénéficiez de quoi? C'est pas qu'un seul élément, mais vous imaginez bien, il y en a plusieurs. Donc, selon vous, c'est quoi? On va voir un petit peu votre niveau de connaissance là-dessus pour compléter, et je reviendrai évidemment sur le point tout à l'heure. Alors, on a Christelle qui nous dit grille de salaire négociée. Ouais, On a Mathilde Pêche qui nous dit salaire, part de l'entreprise, CE. ouais. Alors, on a salaire de base, prime, bonus. Ça, c'est Isabelle de Montaillé. On a Mhm. compétences, expérience, autonomie, adaptabilité, ancienneté et le résultat. D'accord. Je donne pas les noms à chaque fois, excusez-moi, hein, mais il y Mhm. a beaucoup, beaucoup de réponses qui Non, arrivent. mais c'est bien, c'est Les bien, c'est bien, tickets c'est bien. resto, Ouais. Ouais. l'intéressement, la participation, le salaire, les primes, les avantages, tickets restaurant, CE, une partie variable, une partie fixe, salaire de base, avantages, bonus, intéressement, les charges, la mutuelle et Mhm. véhicule de fonction. D'accord. Ah bah, c'est super. Vous êtes bien Il au y a fait beaucoup d'éléments. il y a beaucoup d'éléments. Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup d'éléments. Alors, ce qui est intéressant, hein, pour revenir, après on va décomposer, mais ce qui est intéressant, l'idée là qu'on veut vous faire passer, c'est que vous pouvez avoir, mesdames, plusieurs propositions, mais c'est en décomposant
les systèmes de rémunération que vous allez avoir dans les 2, 3 entreprises qui vont vous faire des offres, si c'est le cas, ou même deux, qu'il faut bien mesurer vraiment toutes les composantes de la rémunération et que parfois, une entreprise qui vous propose sur un salaire fixe de base, brut mensuel, quelque chose de plus intéressant, et ben, vous allez vous rendre compte assez facilement en faisant un petit calcul que l'entreprise qui a un salaire de base moins élevé, si vous y additionnez tous les avantages que vous allez trouver par ailleurs, ben, il est plus intéressant d'aller dans cette entreprise. Alors, sur le salaire, on a évidemment un salaire de base, donc un brut mensuel, donc il y a des charges. Alors, petite subtilité, c'est le cas chez toi et moi, hein, je crois, Anthony, il y a des entreprises qui payent beaucoup sur 12 mois, mais vous avez des entreprises qui payent sur 13, voire 14 mois. D'accord? Ça, c'est quand même important. Pourquoi? Parce que si vous comparez deux entreprises à salaire équivalent, une qui paye sur 12 mois et une qui paye sur 13 ou 14 mois, je ne vous fais pas le calcul, vous avez compris, c'est plus intéressant d'aller vers celle qui paye à 13 mois ou 14 mois. Même si la rémunération de base est inférieure, en la multipliant par 13 ou par 14, elle est supérieure. Dans beaucoup d'entreprises, c'est un 13e mois qui peut être payé, par exemple, en fin d'année, sur la paye de décembre, versé en janvier. Ça, c'est important de le demander. Ah, on a perdu Alexandra, je crois. Après, vous avez évoqué primes, bonus, variables. Il y a en effet dans les entreprises, alors pas pour tous les niveaux de responsabilité, hein, chaque entreprise fonctionne un petit peu différemment, mais dans la majeure partie des entreprises, vous avez des systèmes de rémunération variable. Ok, Alexandra, pas de souci. Elle est bien là. Des systèmes de rémunération variable. Ce qui est important, je pense, c'est de bien comprendre ce système de rémunération variable. Ne soyez pas, n'ayez pas peur de demander ce système de rémunération variable. Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un nombre de mois? Est-ce qu'il est contractuel ou pas contractuel? Quels sont les indicateurs? Est-ce que c'est 100% basé sur la performance du collaborateur? Est-ce que c'est, comme souvent, 50% sur les résultats de l'entreprise, 50% sur la performance du collaborateur? Mais il y a très très souvent une rémunération variable que vous touchez. Attention aussi, quand vous arrivez en cours d'année, il y a peut-être un certain nombre d'éléments de la rémunération que vous n'allez pas forcément toucher. Donc, posez la question aussi de ce que vous allez toucher. Si vous arrivez en septembre dans une entreprise et qu'il y a une rémunération variable cette année-là, vous ne l'aurez pas forcément. Après, on va avoir dans la plupart des entreprises aussi de l'intéressement, de la participation, d'accord, qui sont des choses légales en France, qui peuvent être importants, hein, ça peut être très significatif dans certaines entreprises. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut questionner. N'hésitez pas, quand on vous fait une offre, à non pas demander quel va être l'intéressement et la participation dans 1 an, 2 ans, parce que ça, l'entreprise ne le sait pas. Il y a des critères, mais vous pouvez vous interroger sur les niveaux moyens d'intéressement, tout fait, participation, les années passées. Ça peut représenter un demi-mois, 1 mois, 2 mois, voire plus, selon les entreprises. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une mutuelle, ça c'est important, ça vous paraît bête, mais c'est important. Est-ce qu'elle couvre combien elle coûte? Est-ce qu'elle est prise en charge par l'entreprise et à quelle hauteur? Est-ce qu'elle couvre l'ensemble de la famille? Quels sont les taux de remboursement? Ça peut être quand même non négligeable, même si vous n'y pensez pas quand vous faites vos calculs. Pas que vous soyez malade, mais en prévision du quotidien, ça peut être toujours très intéressant. Vous avez parlé, alors on a parlé de compétences, ça c'est plus des critères sur la partie recrutement. Là, on est vraiment sur la partie salaire. Il peut y avoir des avantages autres. Il peut y avoir un CSE dans votre entreprise qui vous permet d'avoir des billets de cinéma à taux très réduit, qui va, dans certaines entreprises que j'ai pu connaître, rembourser X% de vos vacances, qui va vous donner des chèques vacances, des tickets pour faire des achats à Noël qui peuvent être très significatifs. C'est pas du salaire, mais c'est un avantage certain. La voiture de fonction, elle peut exister aussi, rarement quand on débute, ou tout dépend après de la typologie de poste
Elle existe dans nos environnements. Tu diras, Anthony, après, hein, elle peut exister quand on débute, notamment chez Colas, mais à un certain niveau de responsabilité quand on fait de l'encadrement sur des chantiers. Donc ça, c'est aussi non négligeable, hein, la voiture. Hein. Vous pouvez le monétiser entre une entreprise où j'ai pas de voiture et une entreprise où j'ai une voiture, où tout est compris en termes de services autour de la voiture et surtout soit d'essence vu les coûts aujourd'hui, ou de recharge en électricité pour les entreprises qui sont passées électriques, c'est quand même très significatif. Et puis après, vous avez dans les entreprises, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, un certain nombre d'autres avantages. Et là, on parle plutôt d'entreprises de taille moyenne ou grosse, qui sont des avantages qui vont vous permettre d'épargner à moyen terme, d'épargner pour votre retraite, voire dans certaines entreprises, d'avoir la possibilité d'acheter des actions à taux préférentiel et ensuite de pouvoir soit les garder, donc de toujours faire de l'épargne, soit au bout de quelques années ou pour un certain nombre de motifs, un mariage, un déménagement, de les libérer. Donc ça, dans certaines entreprises, je pense que c'est aussi le cas chez toi, Anthony, c'est des avantages qui sont non négligeables et qui peuvent vous procurer une rémunération complémentaire pas négligeable. Anthony, est-ce que tu vois d'autres choses? Je crois que tu as cité beaucoup de choses. Et je te rejoins complètement sur le fait que ça peut être vraiment très divers et il y a plein d'items à vérifier. Alors dans les grandes entreprises, dans les multinationales ou les entreprises d'une envergure nationale, souvent vous allez retrouver de la participation obligatoirement parce que plus de 50 salariés, ça veut dire participation, accord de participation. L'intéressement, c'est facultatif, donc ça n'existe pas forcément dans les entreprises de plus de 50 et ça existe quasiment jamais dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'actionnariat salarié, vous allez le retrouver généralement dans les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc SPI comme Bouygues, Colas sont concernés. Des entreprises qui ne seraient pas cotées, c'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai que ça peut être des montants très significatifs quand vous avez la possibilité d'acheter tous les ans des actions du groupe avec 30% de décote ou avec un abondement important. On peut rester facilement 5 ans dans une entreprise et se faire un beau pactole au bout de quelques années. Généralement, c'est des sommes qui restent bloquées pendant 5 ans, mais quand elles sont débloquables, c'est loin, loin, loin d'être négligeable. Donc, c'est plein de petites choses à vérifier. Il y a aussi des choses qui nous paraissent peut-être marginales parce qu'on tous les deux, on est dans des groupes significatifs qui sont structurés et qui accompagnent bien leurs collaborateurs, mais vous pouvez aussi vous retrouver face à des PME ou des entreprises qui vont pas forcément vous donner les moyens de travailler qui seront au niveau de ce que vous pourriez attendre. Donc, il faut être vigilant à ça. Est-ce que vous allez devoir travailler avec votre ordinateur perso? Est-ce que vous allez avoir un téléphone portable? Comment seront remboursés vos frais? Si vous êtes amené à vous déplacer. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut. Alors, il ne s'agit pas d'avoir sa grille d'analyse et de passer le recruteur à la question hein, et de checker tous les sujets, mais de se renseigner et de comprendre un peu quels seront les moyens dont vous disposerez au-delà du salaire de base dont on parlait tout à l'heure. Et on ne peut vraiment pas s'arrêter qu'au salaire de base. Il y a un point en termes de santé que je voulais juste rajouter. La convention collective, c'est quelque chose qui est assez important aussi. Alors, les conventions collectives sont généralement assez épaisses, prévoient plein de choses. Dans certaines conventions collectives et aussi du coup dans les entreprises qui y adhèrent, il y a des régimes que l'on appelle de prévoyance, c'est pour couvrir les gros risques en termes de santé, qui sont vraiment très intéressants. En tout cas, intéressants malheureusement quand on en a besoin, c'est jamais, pour vous résumer les choses, pour celles qui ne connaîtraient pas, hein, la prévoyance, c'est ce qui va prendre le relais de l'entreprise et de la sécurité sociale quand vous avez un gros pépin de santé, quand vous êtes arrêté pendant des mois, voire même en cas de décès des collaborateurs, des salariés. Donc ça existe dans certaines branches, ça existe dans certaines entreprises, ça n'existe pas dans d'autres. Donc c'est quand même intéressant de se dire, je vais aller travailler dans un champ d'activité où je sais que si j'ai des problèmes de santé, je n'aurai pas en plus des problèmes de salaire ou des problèmes de pouvoir d'achat et devoir me retrouver vraiment dans la panade au niveau financier.
Avant de répondre, il y a une question, hein, merci Anthony. Avant de répondre à cette question, le message qu'on va vous faire passer, hein, c'est pas forcément à tout prix, même si vous voulez rejoindre CPI et Colas, on serait ravis, mais c'est pas forcément de rejoindre des grandes entreprises, hein. Ce qu'on vous dit là, c'est que pas au début, ne posez pas en premier entretien Non. toutes ces questions-là, parce que sinon, ça va pas plaire aux recruteurs. Mais à part, non, mais c'est vrai, et Mm. ça arrive malheureusement. Quand en premier entretien, quelqu'un demande quel est le montant du ticket restaurant et quelle est la part patronale, c'est pas forcément Non. très très bon signe. C'est pas bon signe. Mais ce qu'on vous dit avec Anthony, c'est qu'au moment où vous êtes en négociation avec l'entreprise, ne soyez pas gênés, vous devez avoir ce moment de discussion sur la globalité de la rémunération. Vous choisissez une PME, vous choisissez une start-up, vous choisissez une grande entreprise, peu importe, essayez de comprendre, il vaut mieux le découvrir avant qu'après, le système de rémunération et ce qui va avec. Comme l'a évoqué Anthony, toutes les entreprises n'ont pas de système de prévoyance, vous n'y pensez pas. On vous alerte sur ce sujet-là. Toutes les entreprises n'ont pas de rémunération variable. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse. Sur lesquelles vous allez pouvoir bénéficier de ces plans préférentiels. Il y a des startups qui vous feront miroiter des actions que peut-être vous aurez, mais peut-être que vous ne les toucherez jamais. Voilà, donc interrogez les personnes qui vous font les propositions salariales pour être en capacité de décider. Une question de Christelle. Quand on nous annonce un brut lors de l'entretien, le 13e mois est-il compté? Donc il y a deux questions, pardon. Ça, c'est la première. Et la seconde, pouvez-vous donner des infos sur le salaire au forfait? Comment le négocier? Alors, peut-être sur la première, quand on vous annonce un brut lors de l'entretien, généralement, alors je ne sais pas si ce qu'on vous a annoncé, mais euh, généralement, en tout cas de notre côté, quand on annonce une rémunération, on parle d'un mensuel, un mensuel sur 13 mois, et il faut évidemment le multiplier par 13 pour avoir l'annuel. Là, peut-être que la question, c'était, on vous a annoncé peut-être un annuel, et si ce 13e mois est compté, logiquement, si on vous a annoncé un annuel, il faut faire toujours poser la question, je pense, à Anthony, que le 13e mois était compté. Ouais. Non. Alors, chaque entreprise doit avoir ses pratiques. Nous, quand on annonce un salaire, on explique sur quelle période et comment il se décompose. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, si vous avez une proposition, posez la question directement au recruteur qui vous fait la proposition pour lever toute ambiguïté et que vous partiez sur une base claire. C'est important de partir sur une base claire avec son futur employeur. Tout à fait. Et la seconde question, pouvez-vous donner des infos sur le salaire au forfait, comment le négocier? Alors, je peux répondre. Vas-y, vas-y. Pour moi, que ce soit un salaire en forfait ou un salaire à l'heure, c'est à peu près la même chose. Les conventions collectives, en général, prévoient, pour les gens qui sont dans le temps de travail décompté en jours ou en forfait d'heures annuelles, des salaires minima, avec une majoration quand il y a un forfait. Euh, la négociation doit s'appréhender de la même façon. C'est vos compétences face à un besoin. Donc, ça, c'est pas forcément un élément qui doit avoir beaucoup d'incidence à mon sens. Ce n'est qu'il faut que l'employeur respecte les salaires mini de la convention collective qui sont un peu plus hauts lorsqu'il y a un forfait jour, un forfait heure. Pour petite précision, ça peut arriver que vous soyez sur des missions qui nécessitent des déplacements. Vous partiez à l'étranger, même en mission en France. Si c'est le cas, posez la question à l'entreprise sur les systèmes de prise en charge. Ça, c'est très important. Toutes les entreprises, ou la plupart, ont des systèmes de prise en Mhm. charge. C'est important de les connaître pour pas se retrouver dans une situation un peu compliquée quand vous êtes en déplacement et que vous y êtes un peu de vos sous si ça n'a pas été bien communiqué ou s'il n'y a pas d'accords un peu globaux. Non, pas d'autres questions, Alexandra? D'autres Allez, questions. on y va. Le dernier point, et puis après on laissera évidemment quelques minutes pour les autres questions, c'est être clair vis-à-vis de ses attentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, être clair vis-à-vis de ses attentes.
Je pense c'est important quand vous avez un premier contact avec un recruteur, de savoir déjà ce qui est important pour vous. On en parlait au début. Est-ce que c'est forcément la rémunération ou est-ce que vous êtes plutôt en recherche d'une première expérience? Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir un job qui vous plaise, travailler avec des collègues qui vous semblent être intéressants, avec lesquels vous aurez envie de passer au minimum 35 heures par semaine, ou est-ce que c'est gagner 100 euros de plus? Est-ce que vous avez envie de travailler à proximité de chez vous, ou est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire beaucoup de déplacements pour vous rendre sur votre lieu de travail? Il y a beaucoup de critères qui comptent dans le choix d'une entreprise et d'un job. Et je pense que c'est important en tant que candidat ou candidate de savoir ce que l'on veut précisément. Le salaire est important, mais il n'y a pas que ça. Je pense que ça peut être aussi un piège, hein, le salaire, dans le sens où à partir du moment où on a un très bon salaire, on est un peu piégé par ce salaire et on est un peu plus captif. Donc on a moins de liberté de quitter une entreprise quand on est particulièrement bien payé et peut-être plus payé que la moyenne, parce que ça veut dire en partant qu'il faut renoncer à quelque chose que l'on a. Euh, bon, ça c'est pas philosophique, mais c'est très général ce que je viens de dire. Dans le processus de recrutement, je pense que c'est bien de savoir dire dès le départ, dès les premiers contacts, le niveau de rémunération que vous attendez, parce qu'on vous posera la question si en tout cas on est dans une démarche où c'est l'entreprise qui vous approche. Euh, et il faut être à peu près en phase avec ce qui se passe dans le marché, c'est-à-dire que bon, je vais vous dire n'importe quoi, mais si la fonction que vous visez est en général payée autour de 40 000 euros bruts annuels, si vous demandez 80 000, ce sera aberrant, bien sûr. Donc, ça remet, dans la tête du recruteur, ça me remettra en cause un peu votre pertinence. Donc, il faut avoir cette vision à peu près claire, mais ne pas hésiter à dire quel est votre niveau d'exigence. Vous êtes en poste. Vous avez l'intention de partir parce que vous souhaitez faire un gain de rémunération, parce que vous avez fait le tour de votre fonction, vous ne voyez pas d'évolution de votre emploi dans l'entreprise. Si vous voulez gagner 15% de plus, package global compris, dites-le au recruteur. Dites-le au recruteur au départ et puis tenez-vous à ça tout au long du processus de recrutement. Ça ne vous empêchera pas à la fin d'essayer de gratter un petit peu plus, mais c'est bien d'avoir cette vision claire et d'être capable de tenir sa position. Quand vous serez dans l'entreprise, vous serez amené à défendre les intérêts de l'entreprise. Quand vous êtes dans candidate, vous devez être en capacité de défendre vos intérêts et ne vous bradez pas sur le marché du travail, tout en étant réaliste avec ce qui est proposé. Alors c'est parfois un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais c'est un peu le jeu. En complément, tout à l'heure, j'ai pas relevé, mais j'étais en train de reprendre les notes. Vous avez parlé de grille. Ça, Ouais. c'est intéressant. Et il faut qu'on en parle dans beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est le cas chez Spice, c'est le cas chez Colas, sur un certain nombre de postes d'entrée de jeunes diplômés pour des profils plutôt ingénieurs. Il y a en effet des grilles de rémunération. Et là, il est plus compliqué de négocier puisqu'on est, en tout cas à l'entrée, sur une grille de rémunération. Autre point que je voulais aborder, la transparence est important. Comme l'a dit Anthony, si vous avez 2, 3 entretiens dans l'entreprise, n'allez pas changer vos prétentions d'un entretien à l'autre. Et si vous êtes en poste, soyez honnête et transparente quand on vous demande. On va souvent vous demander quel est votre salaire actuel. On va généralement, si le recruteur est bon, vous demander de décomposer. Quel est votre salaire Mm. fixe? Quel est votre salaire variable? Sur quoi il est basé? Qu'est-ce que vous avez pu toucher en moyenne les années passées? Est-ce que vous avez d'autres avantages? Soyez honnête. Voilà, ça c'est important. Vous n'êtes pas à l'abri que le recruteur
non pas contacte sauvagement l'entreprise chez qui vous êtes, il ne le fera pas. Sinon, c'est encore une fois pas un Ouais, bon recruteur. c'est un sauvage. Un sauvage, et ça peut exister malheureusement, mais qu'il ait travaillé par exemple dans cette entreprise, donc ils connaissent très très bien le système de rémunération, ou connaissent très bien quelqu'un. Donc soyez vigilante, soyez transparente, parce que euh, c'est pas parce que vous annoncez plus sur ce que vous avez aujourd'hui que vous allez négocier forcément plus. Donc soyez précis sur ce que vous avez quand vous êtes en poste, et en effet sur vos souhaits. Et vous pouvez être en capacité de dire, moi, voilà, je regarderai des opportunités à partir de tel niveau de rémunération, en fixe, en package. Ça, c'est pas interdit. Donc, l'honnêteté, la transparence, c'est vraiment clé sur les aspects de salaire, mais pas que, lors des différents entretiens. Est-ce qu'on a des questions, Alexandra? Là, on peut prendre des questions sur cette Il n'y a pas de thématique. question Bon, pour le moment, en tout cas. on va On laisser leur laisse quelques, un... voilà, quelques secondes, quelques minutes pour les questions, notamment sur cette troisième partie. On a combien de personnes de connectées, Alexandra? Vous avez 23 personnes de D'accord. connectées. OK. Et donc, pour information, cette salle, elle est utilisée pour tous les ateliers de l'après-midi. Donc, il vous reste environ 16 minutes actuellement pour l'atelier, et ensuite, les autres intervenants vont Oui. commencer à arriver. OK. Bah, de toute façon, si on n'a pas de questions, on pourra finir un peu plus tôt. On peut compléter, mais on va attendre que Ouais. des questions arrivent. Je- c'est un forum Elle Bouge, et l'auditoire est composé de femmes, donc euh, j'ai un message quand même particulier. Aller sur des métiers masculins. Les entreprises aiment bien la mixité, et ça vous rend original et plus attractif en fait d'être en minorité dans votre genre dans l'entreprise. Euh, je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout dans le champ d'activité du BTP, mais quand vous êtes éducateur ou éducateur spécialisé, si vous êtes un homme, vous êtes attractif parce que vous amenez de la mixité dans l'équipe qui est souvent très féminine. Euh, Si vous êtes adhérent de Tel Bouge ou intéressé par Elle Bouge, c'est que vous êtes sur les métiers techniques. Je pense que vous avez fait un bon choix. Aller sur des métiers opérationnels techniques, ça vous apporte une originalité, et puis ça apporte de la diversité à l'entreprise, ça vous rend plus attractif. Et ça vous permet d'aller négocier peut-être, ou en tout cas d'avoir un salaire qui est plus intéressant, parce qu'à partir du moment où on sélectionne votre profil, bah, c'est déjà la première étape nécessaire pour négocier son salaire. Ah, nous avons une question qui arrive. Comment avoir une idée des salaires que l'on peut toucher à la sortie de notre école? Ça rejoint un petit peu, je pense, une question qui a été posée au début, un peu sur, enfin, quelles sont les sources finalement où ils peuvent aller chercher les informations? Comment Ouais, ils arrivent à avoir une base? c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. En fonction des écoles, parce que toutes ne sont pas structurées avec des enquêtes, mais vous sollicitez votre école, sollicitez, alors les noms sont différents d'une école à l'autre. C'est un peu moins structuré en université, malheureusement, mais il y a souvent un service relations école, relations entreprise, qui doit avoir ce type d'informations. Premièrement, le réseau des anciens, les alumni aussi, vous pouvez les solliciter. Si vous avez, et c'est souvent le cas, fait la connaissance de camarades de promotion des années passées qui sont déjà rentrés dans le monde professionnel, n'hésitez pas. Et puis sur Internet, un certain nombre d'enquêtes que vous pouvez trouver, et puis d'élargir aussi avec votre réseau. Alors, on a reçu un message, mais bon, qui est un peu, voilà, qui est pas forcément lié à l'atelier. Je vous la lis tout de même. C'est Marie-Laure. Elle nous dit, je suis apprentie ingénieure généraliste et réalise mon apprentissage chez Saint-Gobain PAM.
Je m'intéresse beaucoup au métier d'ingénieur travaux et j'ai un stage de 12 semaines à réaliser cet été à l'étranger. Peut-être auriez-vous des conseils pour ma recherche? Alors, C'est l'atelier suivant, ça, c'est ça? non, Alors, l'atelier suivant. Oui, vous avez raison. Vous pouvez c'est l'atelier. laisser du coup Marie-Laure pour l'atelier suivant. On peut Ouais, vas-y, répondre si Vincent. besoin, Ouais, mais vas-y. on va laisser la réponse à la télé suivante. Les conseils, bah, très rapidement, 12 semaines, c'est court pour partir à l'international. Malheureusement, en tout cas en ce moment, en tout cas de mon côté, je te laisserai compléter, Anthony, mais chez Colas, 12 semaines, c'est très très court parce que ça a un coût, c'est un investissement. La notion de stage, elle n'est pas partout. Euh, donc, les entreprises ont parfois du mal à regarder avec votre école si vous pouvez faire votre stage, pas uniquement en entreprise, mais aussi dans des universités, dans des laboratoires, ce qui peut être pas mal. Demandez aussi à votre école ou université si un job qui n'est pas un job dans une entreprise, qui n'a pas de lien avec votre formation, mais à l'étranger, où vous allez développer des compétences linguistiques, vous allez découvrir le monde du travail, peut être aussi bon, parce que très, très sincèrement, 12 semaines dans une entreprise, ça va être très, très compliqué. Donc, il faut ouvrir un peu le champ, je pense, sur cette recherche. Alors, Ouais. merci. Je rajouterai rien de plus. Marie-Laure nous a indiqué que c'était prévu qu'elle reste pour l'atelier suivant. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a une question Nous avons d'autres questions Allez. concernant le salaire, la négociation du salaire en tout cas. Donc, c'est Anaïs Julia qui vous demande, faut-il demander un peu plus que le salaire qu'on a en tête lors des premières discussions, quitte à descendre ensuite? Si oui, à point au-dessus du salaire visé? À quel point, pardon, il manque un mot. Si oui, à quel point au-dessus du salaire visé? Vas-y, C'est, Anthony. je sais pas quoi répondre. Le, vous pouvez dire que votre salaire attendu c'est tant et que vous ne descendrez pas en dessous et rester ferme. Si c'est ce qui est véritablement important pour vous, vous êtes clair dès le départ et il n'y a pas de stratégie de marchandage en fait. Après, chacun voit les choses comme il le souhaite en se disant que le recruteur va peut-être marchander. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on vous fait une proposition en tant que recruteur, c'est que l'on considère que vous êtes le bon candidat. Si vous avez énoncé clairement le salaire en dessous duquel vous ne descendrez pas, il n'y a pas de raison que l'on ne vous le propose pas, sauf à ce qu'il soit au-dessus de la fourchette que l'on s'est fixée ou que l'on doit respecter. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que l'on vous fasse une proposition. Euh, je ne sais pas si j'ai été clair, mais pour moi, l'honnêteté, la transparence sur la rémunération et la fermeté sont plutôt des qualités et je ne pense pas qu'il faille rentrer dans une notion de marchandage. Je suis d'accord. C'est pas parce que vous dites que vous allez dire je veux 45, donc je vais demander 48 que vous allez avoir 45. Vous pouvez exprimer le fait que vos souhaits, c'est 45 et que vous ne souhaitez pas en dessous, et c'est tout à fait louable. Euh, Après, encore une fois, il y a des systèmes de négociation qui sont différents d'un environnement à un autre. Alors, on Mm. a une autre question intéressante. Actuellement, dans le domaine nucléaire, je suis en phase de rejoindre le domaine aéronautique. Dommage que vous ne veniez pas dans le BTP. Vous pouvez toujours On reste postuler dans le chez nous. nucléaire. N'hésitez pas, même si l'aéronautique est passionnant, j'en sais quelque chose. Pensez-vous qu'en changeant de domaine de salaire d'un ingénieur, un poste équivalent peut augmenter de 5 KE au plus? Oui, c'est pas parce que vous passez Oui. d'un domaine, en tout cas pour moi, je pense qu'Anthony est d'accord, d'un secteur d'activité à un autre que vous pouvez pas prétendre à une augmentation si vous restiez dans une autre entreprise du nucléaire. Et je trouve ça d'ailleurs sain que ça soit ainsi, tant mieux. Moi qui viens de l'aéronautique et qui ai rejoint le BTP, je trouve que c'est une bonne chose. Donc pas de problématique, je pense, hein, Anthony, sur cet aspect-là. Ouais, complète par rapport à. Alors moi, je vous dirais de rester dans le domaine du nucléaire.
Parce qu'il y a d'ailleurs SPI nucléaire si ça vous intéresse. Je plaisante, mais on peut complètement avoir des disparités de rémunération à compétences égales entre deux domaines différents. Je prends le domaine du conseil et le domaine de l'entreprise industrielle. Généralement, les gens qui sont dans le domaine du conseil sont des rémunérations qui sont un petit peu plus élevées. Il y a des contreparties ou des désavantages au conseil que vous ne connaîtrez pas en entreprise, notamment la capacité à évoluer, la stabilité dans les missions, des choses comme ça. Voilà. Donc, le, les secteurs d'activité n'ont pas tous le même niveau de rémunération à compétences égales. Une autre question. Ouais, Si une entreprise nous propose un certain salaire et que l'on a une autre proposition pour une entreprise différente, peut-on faire jouer cette proposition différente? moi je dirais oui. Ouais. Bah oui, c'est un peu le jeu. Alors après, c'est plus sur la façon dont vous allez le présenter à la première entreprise qui vous a fait la proposition. Il faut le faire de manière habile, transparente. On l'a évoqué tout à l'heure. Après, encore une fois, comme l'a dit Anthony, hein, à vous de choisir. C'est pas parce qu'une autre entreprise vous fait une meilleure proposition, à vous de vous dire où est-ce que vous avez envie d'aller, où est-ce que vous vous sentez bien, quel feeling vous avez eu. Ça sert à rien forcément d'aller courir et de faire des négociations de partout pour dire non à trois, quatre entreprises au final. Euh, voilà, posez-vous vraiment la bonne question de chez qui vous avez envie d'aller travailler. Peut-être que l'entreprise initiale, c'était la bonne, en tout cas selon vous. Peut-être que la deuxième qui vous fait une proposition, c'est la bonne. Et dans ce cas-là, ne perdez pas de temps à aller solliciter la première pour vous faire une proposition que vous savez que vous n'allez pas accepter. Nouvelle question, On faut-il avait une poser la troisième question qui est question? arrivée. Ouais, Mm. faut-il poser la Et question juste, sur les je évolutions? voulais Ah, pardon. faire, Ouais. pardon, je voulais juste vous faire noter que Sandrine, qui avait posé la question précédente, a bien noté l'invitation dans votre secteur. Ah bah, avec plaisir, Dans avec votre plaisir. entreprise. Donc la question qui vient d'arriver, c'est faut-il poser la question sur les évolutions de salaire dans l'entreprise, augmentation annuelle? Vous pouvez poser la question, oui, clairement. Oui, oui. On vous donnera pas de réponse, de réponse très précise parce que euh, le- toutes les entreprises sont soumises à ce que l'on appelle la négociation annuelle obligatoire avec leurs organisations syndicales, en tout cas toutes les entreprises ayant plus de 50 salariés. Et ça fait l'objet d'une négociation annuelle. Donc on peut rarement dire quelle sera l'enveloppe d'augmentation de l'année suivante. D'autant plus que vous avez entendu depuis quelques mois, il y a une inflation forte en France. Et donc les enveloppes d'augmentation négociées vont certainement être impactées par ce type de situation macroéconomique. Alors, peut-être une dernière question par rapport au timing, j'imagine, Alexandra. Si on souhaite changer de secteur différent que celui dans lequel on a été, après une école généraliste, comment faire pour valider nos compétences lors de la négociation? Un gradué de programme est-il intéressant dans ce cas? Certaines entreprises en proposent, notamment Colas. Alors, je vois pas très rapidement. Attention, les compétences, un recruteur, il cherche une entreprise, elle cherche quelqu'un par rapport à des compétences, un savoir-faire, un savoir-être. Et puis après, il y a une deuxième partie qui est la partie négociation de salaire. Moi, je distingue les deux. Donc, forcément, peu importe le secteur d'activité, à vous de regarder votre parcours, quelles sont les compétences qui sont transférables et intéressantes dans l'autre entreprise. Et après, suivra la négociation de salaire. Peut-être qu'il y a des éléments qui sont différenciants et qui vont permettre une négociation de salaire plus importante. Le graduate programme, on en propose. Je ne sais pas si vous en proposez, Anthony, également. Non, Non. a priori, comme ça, je vois pas. Le graduate programme, pour info, hein, ce sont des postes en CDI qu'on propose après un stage ou une alternance qui permettent de se former, qui permettent de faire des rotations sur plusieurs régions de France ou sur une même région dans plusieurs départements avant d'avoir un poste définitif. C'est souvent des graduates
qui sont des portes d'entrée dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément, si vous changez de secteur d'activité, le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est vous mettez en avant vos compétences et puis vous négociez un salaire fort de ce que l'entreprise est capable de vous offrir. Tu veux compléter, Anthony, parce que je crois qu'on a déjà du monde. Non, c'était très clair. Spin propose pas ce genre de programme. Pour l'instant, on a des programmes différents, mais oui, si l'ensemble des compétences que vous pouvez apporter à l'entreprise vous permettent d'avoir une proposition de contrat. À partir du moment où vous avez une proposition de contrat, ça veut dire que le recruteur vous a choisi. Et c'est là que vous pouvez jouer avec la fourchette de rémunération que vous aviez fixée au départ et que vous pouvez, dans une certaine mesure, négocier un petit peu plus. Donc, il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où on vous fait une proposition, un recruteur vous fait une proposition, c'est qu'il a l'intention de travailler avec vous. Donc pour bien négocier son salaire, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit au départ, il faut montrer toutes les compétences que l'on a, et quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, que ce soit d'une spécialisation après d'une école d'ingénieur, pour convaincre le recruteur que l'on est le bon candidat, et ça facilite, l'acquisition du salaire optimal. Alors, avant de laisser peut-être la place à l'autre atelier et vous laisser le temps d'aller bien sûr sur les sites carrières de SPI et de Colas, bien sûr, n'oubliez pas. Dernière question, qui fait la proposition, le premier, l'employeur ou le candidat? Je suis toujours mal à l'aise quand c'est moi la première. Non, c'est l'entreprise qui fait la proposition. Et qui revient vers vous, comme l'a dit Anthony, c'est parce qu'elle vous a choisi, parce qu'elle pense que vos compétences sont les bonnes par rapport au poste, qu'elle va revenir vers vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça a été très utile. Merci à toutes. Passez une bonne journée. Multipliez les entretiens, multipliez les conférences. On a déjà une question pour vous, hein, je crois, dans le prochain atelier qui était posé juste avant. On anticipe. Et puis, on vous remercie pour votre présence. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.